Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Parle ton français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le Digital Service Act est entré en vigueur le 25 août dernier, donc il y a exactement 3 jours. Annoncé à grand renfort, effectivement, d'admonestation, et tout de suite, et même avant que ça soit vraiment la polémique totale. C'est-à-dire, évidemment, ça concerne tous les utilisateurs, et ils sont nombreux, l'utilisateur d'Internet, l'utilisateur des réseaux sociaux, les utilisateurs des grandes plateformes, etc., des GAFAM. On ne va pas rappeler ce que c'est les GAFAM. Alors, juste quelque chose, je rappelle, donc l'objectif de ce Digital Service Act, c'est de protéger notre vie privée et de sécuriser les informations de ce sujet. Tous les contenus que l'on peut trouver sur Internet sont concernés. Dans les grandes lignes, objectif, éviter la propagation de ceux qui sont illicites, les propos haineux, les fake news, les ingérences dans les élections, les atteintes à la vie humaine, aux mineurs, etc. Publicité ciblée, manipulation, du pain sur la planche. 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'Union européenne, soit environ 10% de la population. Toutes les plateformes, de Amazon à Facebook, à Google, à LinkedIn, à Twitter, X-Twitter, Wikipédia, YouTube, les alentours, tous sont concernés par ce Digital Service Act, évidemment Bing et Google et compagnie. Alors, on va essayer d'en parler, et au fond, avec Fabrice Epelboin, je vous demande, vous êtes enseignant, vous êtes spécialiste de l'influence sur les réseaux sociaux, vous êtes beaucoup occupé de la guerre informationnelle sur les réseaux sociaux, et Dieu sait si les manipulations, c'est le gisement aurifère des manipulations. Alors, au fond, ce Digital Service Act, franchement, fausse mesure, fausse bonne mesure, fausse bonne idée ou pas? Mesure indispensable, parce qu'il y a bien un moment où la force publique va devoir reprendre la main sur quelque chose qui est une enclave étrangère, très clairement. On est sur des enclaves américaines qui, petit à petit, ces 15 dernières années, ont pris une partie de plus en plus importante du débat public. Chinoise, mais ça démarre. Ouais. En fait, les Chinois ont cet immense avantage qui nous ont permis à tous de prendre conscience qu'effectivement, on était dans une problématique de perte de souveraineté totale. Tant que c'était les Américains, ça préoccupait pas grand monde. Une fois que ce sont les Chinois qui se sont mis à jouer à ce jeu-là, tout d'un coup, tout le monde a réalisé l'ampleur du problème. Et par ricochet, on s'est aperçu que c'était pas forcément une très bonne idée d'avoir une large partie de notre opinion publique située aux États-Unis, qui eux-mêmes sont dans une espèce de guerre culturelle cataclysmique, qui sont en train de porter des torts considérables à leur démocratie, au fondement de leur démocratie. Le premier amendement, c'est vraiment la base de la Constitution américaine. La liberté d'expression, qui aujourd'hui aux États-Unis est remise en question. Alors en France, on n'est pas basé là-dessus, donc c'est un autre problème, la conception de la démocratie en France, mais toujours est-il qu'elle est dans une période critique aux États-Unis, et que le fait d'avoir une large enclave américaine sur l'opinion publique française posait un problème. Donc le DSA se propose de reprendre la main sur un espace de débat qui, depuis maintenant 15 ans, est américain, il faut être honnête, et régulé plus ou moins par une logique américaine. Oui, mais est-ce que, l'Union européenne, on a vu aussi les performances en matière de Covid et tout le reste, est-ce qu'on ne va pas, pour exprimer ça brut de décoffrage, est-ce qu'on ne va pas remplacer une idéologie américaine par une idéologie de l'Union européenne? Alors, qui n'est peut-être pas tellement mieux. Que le Covid ait été mal géré d'un point de vue informationnel, pas d'un point de vue médical, d'un point de vue informationnel, que c'était mal géré en Europe, ça, sans aucun doute. Ceci dit, objectivement, quand on voit la façon dont ça a été géré aux États-Unis, on s'en est quand même beaucoup mieux sorti. Non, ce que je veux dire, excusez-moi, quand je prends du Covid, je dis simplement, à partir du moment où l'Union européenne, quand même, il y a, pas seulement sur le Covid, sur la guerre Russie-Ukraine, etc., des partis pris. Très bien, je ne discute pas du fondement du parti pris, mais il y a une idéologie de l'Union européenne quand même qui existe comme une idéologie américaine. Et est-ce que celle-là ne va pas aussi agir d'une façon qui ne sera... Alors le DSA n'a pas eu la prétention, et Dieu merci, d'unifier la modération ou la censure, c'est une question de point de vue, sur l'ensemble du continent européen. Et on comprend, il y a des choses qu'on pourrait crier à tue-tête en Pologne et qui seraient scandaleuses en France, et réciproquement. Donc on a délocalisé cette capacité à distinguer le vrai du faux, distinguer le bien du mal. Tout ça est au niveau des nations. Ce
qui, quelque part, est un constat d'échec pour les valeurs européennes. Très clairement, quand on a commencé à les chercher, on s'est aperçu qu'il était plus prudent d'aller du côté des nations Donc que c'est du au niveau côté de la nation que ça se Donc passe. c'est du côté Alors, de la comment nation. ça se passe, le mécanisme, expliquez-nous. Il y a une délégation auprès d'une entité spécifique à chaque nation. En France, c'est l'ARCOM. L'ARCOM va s'appuyer sur un réseau de signaleurs de confiance, qui sont des gens qui vont signaler à l'ARCOM et par essence aux réseaux sociaux quels sont les bons contenus, les mauvais contenus, en précisant quand même les raisons du clouage au pilori de tel ou tel contenu. Les citoyens, de leur côté, pourront également participer à cet effort de dénonciation, mais évidemment, les signaleurs de confiance auront un poids beaucoup plus important, et puis ça va résulter par des mécanismes qui restent un peu obscur dans la suppression de contenu, ou peut-être le fait que certains contenus auront moins de visibilité que d'autres. C'est notamment possible sur Twitter. Le problème, c'est que la gestion de la visibilité des contenus, c'est quelque chose qui était de l'ordre de la théorie du conspirationniste il y a encore 6-7 mois, quand Elon Musk a révélé les fameux Twitter Files, et là on a bien été obligé de regarder en face ce que était le shadow ban, ce qui est ce système très sophistiqué de gestion de la visibilité des comptes et des contenus, géré par des algorithmes, ce qui est totalement contraire au DSA, qui officiellement n'existait pas, que Twitter a révélé, et puis par essence on s'est tous aperçus que c'était rigoureusement le même genre de système qui régulait les contenus chez YouTube, chez Facebook, chez Instagram, un peu partout, et que du coup tout ça n'était pas compatible avec le DSA. Ça pose un énorme problème. Rappelons que la modération algorithmique n'est pas autorisée par le DSA, ça devrait être de la modération humaine. Alors on va voir exactement ce qui se passait. Alors Arnaud Di Miglio, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes avocat spécialisé en droit numérique et de la communication. Alors pour vous, justement, par rapport à ce Digital Service Act et ce qu'il annonce, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour la liberté d'expression ? De manière générale, je trouve que c'est bien qu'il y ait une réglementation qui vise à contrecarrer la montée des GAFA, des plateformes, etc. Parce qu'on voit qu'elles nous ont complètement envahis. On est envahis par ces GAFA. Et donc, il fallait dire stop à cette invasion, parce que ce sont des entreprises qui regardent parfois plus leur intérêt financier que notamment la liberté d'expression. C'est clair. Mais justement, en quoi, alors je reviens à ça, je vais refaire intervenir Fabrice Bellepoint, mais Arnaud Di Miglio, moi, la question qu'on se pose, c'est s'il y a par exemple des gens, il va y avoir, on va reparler, vous savez, ces fameux, ceux qui vont modérer, ces régulateurs de confiance, il y aura un certain nombre d'associations, de gens, d'institutions qui vont être là-dedans. Mais enfin, franchement, on sait très bien, on n'est pas naïf, que la politique ou l'idéologie va s'inscrire comme elle s'est déjà inscrite depuis des années. Je veux dire, qui va décider et appliquer le fait que tel contenu, moi j'estime que ce contenu est illicite, et donc pour des raisons valables ou non valables, pour des raisons de conflit d'intérêts, et je vais faire en sorte qu'il soit banni, soit censuré. Arnaud Di Miglio, est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème là ? Alors de mon point de vue, il y a un problème parce que ce règlement, il contient des bénéfices, mais aussi des risques. Et souvent, quand on le présente, c'est sous l'angle des bénéfices. Mais je pense qu'il faut aussi parler des risques. Et parmi ces risques-là, effectivement, on a reconnu aux plateformes, aux GAFA, la possibilité donc de modérer les contenus sur le fondement notamment de leurs conditions générales. Donc, ça fait qu'on reconnaît un pouvoir à ces GAFA de faire la loi, parce qu'à partir du moment où ils sont en position dominante, c'est qu'on reconnaît leur possibilité de légiférer en réalité sur le territoire européen, parce qu'ils vont pouvoir dire qu'est-ce qui est licite et qu'est-ce qui est illicite sur le fondement donc de leurs conditions générales. Et de mon point de vue, c'est ça que je trouve le plus peut-être dangereux dans ce règlement, parce qu'il aurait peut-être fallu prévoir une neutralité, c'est-à-dire que les GAFA, par exemple, ne pourraient pas créer de règles supplémentaires à celles que les États ont adoptées et ne pas rajouter des interdictions, par exemple, dans le cadre du Covid, de ne pas diffuser d'informations qui seraient contraires au consensus sanitaire, comme on l'a vu dans le cadre de l'épidémie. Bien sûr. Oui, mais alors justement, Fabrice et Bellepoint, avant le problème, on l'avait souligné, il est là. C'est-à-dire que, au fond,
et c'est là où le bas, enfin, à mon avis, blesse, et que ce soit au niveau des GAFAM ou au niveau des États, vous avez vu vous-même, hors antenne, on en parlait, vous avez dit, attendez, peut-être que vous, aujourd'hui, vous ne pouvez pas intervenir sur les non, aucune chance. Vous pouvez appeler qui vous voulez dans vos carnets d'adresse, vous n'obtiendrez pas le retrait d'un contenu. C'est parfait. Mais vous vous ajoutiez, mais si le régime change, peut-être que vous l'aurez. Absolument. 2027, c'est une question de régime et une question de politique et d'idéologie du régime. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. On a levé un peu un voile pudique avec le fonds Marianne, mais on est déjà dans un système de modération des contenus, de pondération des contenus qui est géré par l'exécutif. Oui. Donc ça n'a rien d'extraordinaire, c'est juste ça se formalise dans une dimension un poil plus rigoureuse que ça ne l'est aujourd'hui. On fonctionne à travers des campagnes de diffamation orchestrées pour faire taire machin ou mettre en valeur tel autre ou faire taire tel sujet. Mais c'est déjà le cas et ça l'était bien avant Internet. Donc il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une architecture pour distribuer ça au niveau européen de façon relativement rigoureuse. Et là où ça nous concerne, nous, citoyens français, c'est effectivement cette délégation de justice, en quelque sorte, auprès de signaleurs de confiance, qui sont des gens qui vont avoir ce pouvoir incroyable de dire cette personne doit être tue, telle autre personne on peut tolérer ce qu'elle raconte, ou telle autre personne on va la réduire au silence. Là-dessus, alors il reste à montrer l'efficacité de cette capacité à faire taire et à réduire au silence. Oui. Ça reste à démontrer, pour l'instant on est dans les premiers jours, mais on peut imaginer qu'effectivement vu les sanctions financières qui sont colossales pour les GAFAM, elles s'exécuteront sans réfléchir plus que ça. Oui, 10% du chiffre d'affaires, c'est quand même pas mal. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. C'est largement dissuasif. À part Twitter, qui semble jouer un jeu très très particulier, les autres vont jouer la surcensure pour se protéger financièrement, ce qui est tout à fait compréhensible. On va en parler tout de suite après cette petite pause avec vous et avec Arnaud Di Miglio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Patrick Préjean. Une longue carrière d'acteur populaire au cinéma, au théâtre et à la télévision. Il y revient justement en intégrant une série culte, Scène de ménage. Son rôle, le vieux copain de Raymond, c'est-à-dire Gérard Hernandez. Patrick Préjean est dans les clés d'une vie, aujourd'hui sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, 21h-22h. Jacques Pessis. Tout savoir sur l'avance immédiate de crédit d'impôt avec Academia. Avec l'avance immédiate de crédit d'impôt, les cours particuliers à domicile proposés par Academia n'ont jamais été aussi accessibles. Comme en témoigne Caroline, maman d'Inès. Et j'avais remarqué que les notes d'Inès avaient baissé et je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai appelé un conseiller pédagogique Academia et il a tout pris en charge. En seulement 2 mois de cours à domicile, Inès a repris confiance et a progressé. Alors Philippe Colléon, vous êtes président d'Academia. Redonner confiance, ça fait partie de votre mission. Oui, c'est le rôle de nos conseillers pédagogiques de proposer la meilleure solution pour un accompagnement dans une matière et pour remotiver chaque élève. Et avec l'avance immédiate de crédit d'impôt, ça devient accessible à tous. Oui, c'est ça. Vous ne payez que 50% du prix et l'État prend en charge directement l'autre moitié. Vous n'avez plus besoin d'avancer à trésorerie. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour toutes les familles. Merci. Et pour plus d'infos, c'est sur academia.fr. Crédit d'impôt de 50% dans les conditions posées par l'article 199 sex des du CGI. Bouygues Télécom. Qu'est-ce qu'on a? Une connexion trop lente. Sur l'ordinateur, la tablette, ça rame. Je vois. Monsieur? Oui. Avec la fibre Bouygues Télécom, vous profiterez tous du très haut débit chez vous. Attendez, on pourra se connecter tous en même temps? Affirmatif. En ce moment chez Bouygues Télécom, profitez de la série spéciale B-Box. La fibre avec télé et téléphonie est à seulement 19,99€ par mois pendant 1 an, puis 37,99€ par mois. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité de raccordement. Engagement 1 an. Alors t'as pris un appart meublé finalement? Eh non, j'ai juste un contrat d'énergie Engie. Comment ça? Eh ben si tu déménages, tu vas pouvoir mieux t'équiper. Wow, j'ai comme une envie de faire mes cartons, tiens. Jusqu'au 10 septembre 2023, pour toute souscription d'un contrat d'énergie Engie, bénéficiez jusqu'à 500€ de remise sur une sélection de produits électroménagers Electrolux pour votre nouveau logement. Appelez vite le 3101. Voir conditions sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Sud Radio Sarlat. 107.1. Sud Radio.
Leclerc. Ce matin, j'ouvre le placard et je trouve le paquet de céréales Trésor vide. Bah, ça, c'est encore tes enfants. Mais regarde, pour l'achat d'un paquet de Trésor de 750 grammes, il y a 60% de réduction sur le deuxième. Choco au lait, choco roulette, choco noisette. Alors j'en rachète. Moins 60% sur le deuxième, je te dis. Ah bah si tu me prends par les sentiments. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 29 août au 9 septembre, modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Alors on continue avec Fabrice Ebelboin et avec Arnaud Dimiglio de discuter de ce que sera cette loi. Et au fond, au-delà de Digital Service Act, si vous voulez, au fond, c'est très très bien, ça fait 20 ans maintenant, les réseaux sociaux, Internet, etc., le rôle de plus en plus important qu'il a dans notre vie. Je rappelle simplement quelque chose, je voudrais juste donner à vous deux. C'est très intéressant, au-delà de tout ce genre de valeur. Il y a eu donc dans les télévisions mainstream, il y a eu un événement tout à fait intéressant et à l'Internet, aux États-Unis. Il y a eu, il y a 3 jours, le débat des candidats républicains pour la présidence, la prochaine présidentielle en 2024, en novembre 2024. Et donc Trump, qui est le favori, enfin pour le moment, a décidé de ne pas participer à ce débat et d'aller chez Tucker Carlson, qui est chez Twitter, qui a sa table ouverte et son rond de serviette chez Twitter. Et il y a eu 2 chiffres tout à fait passionnants, c'est-à-dire que le débat avec les 7 candidats républicains, dont on ne va pas les citer tous, enfin, a fait 25 millions de téléspectateurs. Donc, à Fox News, une des chaînes mainstream dites américaines. Et chez Twitter, Twitter, eh bien, ils en sont à 225 millions de spectateurs du débat Trump-Carlson. Et encore une fois, le contenu n'était pas passionnant. Enfin, Trump a dit des choses qu'il avait dit 10 fois. Bon, mais qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire ? C'est que, est-ce que nous aurons le choix? Moi, je reste effectivement là-dessus. Je veux dire, je parle de radio libre, je parle de liberté parce que moi, ça me paraît fondamental. Alors, vous allez me dire, vous n'êtes pas d'accord et on en parlera. Mais Arnaud Dimiglio, est-ce que c'est ça pour vous le problème de ces modérateurs ou ces régulateurs de confiance, etc. Le problème des entreprises, le problème des amendements, parce que on dit aussi, on dit oui, il y a des campagnes de manipulation, bien sûr, et il y a manipulation à tous les étages, bien sûr, des campagnes de haine, etc., bien sûr. Mais qu'est-ce qui est le plus dangereux et qu'est-ce qui, à terme, je dis bien à terme, le plus nuisible pour nous, démocrates, en principe? Arnaud Dimiglio. C'est vrai que le fondement de la démocratie, c'est la liberté d'expression, le pluralisme des médias. Et on s'est rendu compte, notamment avec la crise du Covid, qu'il y a eu des censures massives sur les plateformes comme YouTube, Twitter, de contenu. Et que donc, on a interdit certains débats. Donc, c'est extrêmement dangereux. Et il faut donc veiller à ce que ces plateformes respectent cette liberté d'expression et ce pluralisme des médias. Alors, il y a quand même des garde-fous, évidemment, dans le règlement DSA, mais quand même, je reviens là-dessus, on leur reconnaît au travers de ce règlement un sacré pouvoir parce que, je le répète, elles ont le droit de faire de la modération sur leur fondement de leurs conditions générales. Et pas uniquement donc de la loi. Avant, il y avait une obligation de supprimer les contenus manifestement illicites par rapport à la loi. Maintenant, il y a une sorte de reconnaissance du pouvoir des GAFA de censurer des contenus qui sont contraires à leurs conditions d'utilisation. Donc, c'est là où il y a un risque, à mon avis, au niveau du pluralisme des opinions, du débat. Et ensuite, je pense aussi que votre invité l'a dit, il y a aussi une intervention de la Commission, notamment par rapport à ces GAFA, qui peuvent, en cas de crise, notamment en cas d'atteinte à la sécurité publique ou en cas d'atteinte à la santé publique, ordonner des décisions qui vont s'imposer donc à ces plateformes. Et on a vu qu'il y a eu dans même le cadre... jusqu'à la suppression de ces plateformes, d'ailleurs. Oui,
Oui, tout à fait. Alors, il y a la possibilité de supprimer ces plateformes, mais ça se fera toujours par l'intermédiaire quand même du pouvoir judiciaire. J'ai bien vérifié parce que j'ai entendu le débat qu'il y a eu à ce sujet. Ça ne pourra pas être effectué de manière unilatérale. Il faudra quand même passer par le pouvoir judiciaire. On se rend compte que quand même, heureusement, il existe encore. D'accord. Fabrice Ebelboin, effectivement, les GAFA ont le droit, ça j'ai pas très bien... ont le droit, depuis toujours. Depuis toujours. Non, mais est-ce que c'est augmenté là? Non, au contraire. Je pense qu'au contraire, là, on arrive vers une solution qui est plus claire. On a d'un côté une loi avec des grosses guillemets qui est les conditions générales d'utilisation de Twitter, Facebook et compagnie. Typiquement, sur Facebook, il est hors de question d'uploader du porno, alors que sur Twitter, vous en trouvez comme vous voulez. Et ça, c'est propre aux conditions générales d'utilisation de chacune de ces plateformes. Et puis, on a la loi. La loi décidée de façon plus ou moins nationale, la plupart, pour ce qui est de l'Europe plutôt au niveau européen, qui s'applique sur le online. Et on a une zone de subduction. On a une zone dans laquelle et les conditions générales d'utilisation et la loi peuvent intervenir. Typiquement, la haine, qui est une notion très très floue. Où là, ça peut tomber aussi bien sous le coup des conditions générales d'utilisation d'une plateforme qui ne veut pas voir se développer de débats trop houleux, parce que en général, c'est autour de ça que qui est généré de la haine, et qui va sanctionner de façon plus ou moins arbitrairement, mais de toute façon systématiquement arbitrairement, vu qu'on n'est pas dans un processus contradictoire supervisé par un juge. Et puis de l'autre côté, on va avoir le législateur qui va signaler à la plateforme que tel contenu ne lui convient pas en vertu de cette loi, et la plateforme qui va décider de supprimer le contenu ou pas. C'est ce qui vient de se mettre en place avec le DSA. Donc on a deux circuits de modération qui sont très distincts, qui commencent à se voir d'ailleurs de façon très distincte, qui devraient sur se Twitter. compléter en principe, qui devraient se marcher sur les pattes l'une de l'autre. Ça dépend des plateformes. Ça dépend énormément des plateformes. Donc là, il va y avoir une mise en application de tout ça qui va se décliner d'une plateforme à l'autre et d'un pays à l'autre. Hein, n'oublions pas. Typiquement, si demain je mets à hurler sur les réseaux sociaux français que, par exemple, l'avortement est un crime et que les femmes qui avortent devraient en répondre devant et être châtiées, en France, ça passerait pas du tout ce genre de propos. En Pologne, il n'y a aucun problème. Pourtant, on est tous en Europe avec des valeurs européennes. Mais on a toute cette articulation entre la loi privée des conditions générales d'utilisation, la loi européenne qui est censée s'appliquer sur les plateformes et sa déclinaison à travers différentes autorités et différents réseaux de signaleurs de confiance. Ça va être très complexe et la Serbie ne va pas se décliner de la même façon que la France, que la Pologne ou que l'Italie. Mais je voudrais justement, on va parler de ces modérateurs de confiance ou ces signaleurs de confiance. Mais les deux c'est vraiment des signaleurs. Ils n'ont pas la capacité de modérer au sens ils ne peuvent pas eux-mêmes de leur propre initiative retirer un contenu. Ils peuvent le signaler avec insistance et une insistance. Mais c'est la justice qui décide. Non, pas du tout. C'est la plateforme. Il n'y a pas de justice. Il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de justice depuis 15 ans. Depuis Adopi, on est passé dans un mode où la justice qui s'applique sur Internet ne s'applique pas comme la justice des hommes. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de débat contradictoire, il n'y a pas d'avocat. C'est une justice discrétionnaire qui s'applique au sein d'une entité privée. Donc appeler ça justice, c'est un abus de langage absolu. Oui, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas parler de justice, ça n'a rien à voir. On ne peut pas mettre en place un système judiciaire à une ampleur aussi phénoménale. Il y a des infractions dans tous les sens en permanence. C'est pas jouable. Donc on est obligé de tricher avec le concept de justice. On a tordu le bras au mot justice, mais ça n'est pas de la justice au sens où on entend. Non, mais je crois qu'il faudrait quand même le dire parce que ce n'est pas dit. C'est dit. Au contraire, on emploie beaucoup le mot justice. Ça n'est plus depuis 15 ans, donc c'est un vieux souvenir. C'est un vieux souvenir qui est très vivant. Hein. Vous avez toujours la possibilité de déposer plainte de façon à obtenir réparation dans la justice des hommes avec des débats contradictoires, mais ça coûte une fortune et c'est le privilège des riches. La réalité, c'est que pour le commun des mortels, la justice sur les réseaux sociaux est appliquée par des entités privées selon des règles plus ou moins claires, avec cette dualité entre les conditions générales d'un côté et la justice de l'autre, et que tout ça demande à être mise en pratique. On demande surtout à être travaillé parce que ça ouvre la porte à de sacrées manipulations. Il y aura plein de manipulations et plein de dérives. Le plus inquiétant sont vraiment les dérives que les États vont inciter à travers leur réseau de signaleurs de confiance. Exact. On va en reparler de tout cela et puis surtout de nos éditeurs. Oui, on va en reparler avec vous, surtout au 0826 300 300. Appelez-nous. Vous avez une question pour Fabrice Ebelboin ou pour Arnaud Di Meglio ou pour André Berkoff. Appelez-nous 0826 300 300. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.
Vous êtes prêts pour une aventure inoubliable en famille à Port Aventura World avec Sud Radio? Découvrez un monde à l'expérience unique. La catapulte horizontale Furious Baco, l'Himalaya avec la montagne russe Shambhala. Nagez à Port Aventura Carib Aquatic Park et ressentez la sensation Ferrari à Ferrariland avec Sud Radio. Cette semaine, dès votre réveil, écoutez le Grand Matin Sud Radio et à tout instant, gagnez votre séjour à Port Aventura World avec Sud Radio. Parlons vrai. BMW. Dis donc, ton beau-frère, tu l'as cloué ce midi. Il croit toujours qu'il a les meilleurs plans. Mais là, sur l'entretien de ma BMW, il est resté sans voix. Chez BMW Service, je bénéficie de l'expertise des techniciens, de la qualité des pièces d'origine et de 30% de remise minimum sur des opérations d'entretien si ma BMW a plus de 6 ans. Ça, c'est un bon plan. Et jusqu'au 15 octobre, profitez de 50 € de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. Voir réseau participant et détails sur bmw.fr. BMW Service. Votre BMW est entre de bonnes mains. Eden Auto fête aussi l'été avec son festival Eden Auto Occasion. Un concert de remise, jusqu'à 1000 € sur une sélection de véhicules d'occasion toutes marques. Le festival Eden Auto Occasion, un florilège de réductions dans toutes vos concessions du réseau Eden Auto. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 septembre. Voir conditions sur edenauto.com. Pensez à covoiturer. À tous ceux qui trouvent que ce serait bien de retrouver un peu de pouvoir d'achat un jour, ou même 2 jours, ou 3, ou même 4, hein. C'est bien 4. Et pourquoi pas 5, tiens? Eh ben, on a encore mieux que ça. Intermarché lance les 100 jours pouvoir d'achat. Et dès aujourd'hui, il y a 34% en avantage carte sur la bouteille de Coca-Cola originale, soit seulement 99 centimes la bouteille d'1,5 litre, avantage carte déduit. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 3 septembre, 1,50 € prix payé, soit 1 € le litre. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio Valence. 95.1. Sud Radio. Ça, c'est tout moi. À chaque rentrée, pour pas exploser mon budget, je compare tout. 10% de X-2 divisé par 7. Mais quand je vois qu'SFR sélectionne pour moi des smartphones Honor à petit prix, là, c'est... Eh oui, vous avez tout bon. Pendant la rentrée chez SFR, profitez de jusqu'à 100 € de remise sur le Honor 90 Lite 5G avec un forfait sans engagement. Appelez le 1090, service appel gratuit. SFR, soyez vous. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 25 septembre, réservée aux clients SFR. 5G sous réserve de couverture. Moi, ça me rend joyeuse. La dernière fois, je suis revenue au bureau après un don de sang et il y a un collègue qui m'a dit « Mais t'es tout sourire, Sarah, aujourd'hui ?» C'est ça. À chaque fois que je donne, en plus d'être fière de moi, je me sens vraiment bien. On a tous une raison de donner son sang ou son plasma. Rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang. Quand on part en vacances, mes parents ils me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages. Moi, les miens, ils se couchent super tard pour finir la valise. Mon père aussi. Et en plus, il veut jamais s'arrêter pour arriver plus vite. Après, il est épuisé. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. De retour sur Sud Radio avec Berkov dans tous ses états. On parle de ce Digital Act Service, cette nouvelle loi européenne qui vise à réguler la liberté sur les réseaux sociaux. On en parle avec Fabrice Eppelboin qui est toujours avec nous, enseignant entrepreneur spécialiste de l'influence sur les réseaux sociaux. Et puis Arnaud Di Meglio, avocat spécialisé en droit numérique et de la communication. On a Claude qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Bonjour André Berkov, c'est content de vous retrouver en forme et bonjour à vos invités. Oui, le sujet m'intéresse parce que, bien sûr, je comprends la volonté de ne pas être soumis à des règles qui sont soit de la culture américaine, soit des procédures chinoises. En revanche, au niveau faire quelque chose au niveau européen, moi, dans la pratique, après, ça m'inquiète un peu. Alors, je voudrais simplement vous donner un exemple. Il m'est arrivé, il y a 15 jours, j'ai été censuré 4 heures par Twitter. C'est-à-dire que pendant 4 heures, je ne pouvais pas utiliser mon compte, j'avais accès, mais parce que, quand j'ai regardé les raisons, en fait, j'ai été pour incitation au meurtre ou à l'automutilation. Alors j'avais écrit un tweet qui était dans un fil de discussion par rapport à une personne qui disait ce qui me paraissait être des bêtises. Je lui avais mis « Vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude ».
Parce qu'il potentiellement peut être mortel. Pour l'algorithme de censure, se mettre le doigt dans l'œil, c'est ou une tentative d'assassinat ou une automutilation. Je ne blague pas, c'est très sérieux. Alors moi, je crains, parce que quand au niveau européen, par exemple, on décidera sur quels axes, par exemple, on considère que les choses ne doivent pas de trop, moi j'ai peur qu'au nom de la régulation contre les climato-sceptiques, on bloque tout ce qui concerne les critiques contre l'éolien ou le photovoltaïque, voire même les voitures électriques, et puis de proche en proche, on peut, voilà. Donc je voulais simplement signaler que quand il y aura des algorithmes, ça sera le bazar, et quand ça sera des humains, ils seront pas assez nombreux, vu le nombre de milliers, de millions et de milliards de tweets, quoi. Oui, je crois, Claude pose une vraie question, je voudrais que vous tous deux vous répondiez. Parce que, effectivement, chez nous, se mettre de l'œil dans l'œil, pardon, c'est une expression qu'on emploie 25 fois, 250 000 fois dans des discussions, même comme ça. Ce qui se passe, c'est que l'algorithme prend ça au sérieux en disant incitation à la haine au meurtre. C'est pas du tout un algorithme. Les algorithmes sont bien incapables à ce stade de c'est un être humain qui, par contre, n'est pas français, qui va avoir ça traduit dans sa langue vernaculaire à lui, pour qui ce n'est pas une expression. Si je vous dis il pleut des chiens et des chats, vous êtes complètement fou. C'est une expression, raining cats and dogs. Ça veut dire il pleut des cordes. Mais si tu te mets le doigt dans l'œil, c'est une expression. Bien sûr, mais traduit en anglais, ça n'est plus une expression. Oui, ça mais alors, devient autre chose. Non, mais vous posez vraiment le problème. Mais je demanderai aussi à Arnaud Demiglio. Non, mais Fabrice et Pellevoix, parlons de ça. Mais c'est pour ça que les humains, pour moi, ça va être beaucoup plus dangereux que les algorithmes. Bien plus. Enfin, non. C'est très différent. Là, ce qui s'est passé très concrètement, c'est que lors d'une altercation, exemple qui est parfait. Il est très bon cet exemple. Ouais. Une altercation, quelqu'un utilise une expression courante qui n'est en rien une incitation au suicide, qui va être signalée par la personne adverse dans le cadre de ce conflit, qui va remonter à un service de modération qui, à l'évidence, n'est pas francophone, qui va traduire avec des logiciels de traduction automatique une expression française tout à fait potache en quelque chose qui, dans une langue étrangère, peut apparaître comme quelque chose de menaçant et qui, dans la mesure où la personne en question a entre 3 et 6 secondes pour prendre une décision de modération, va, dans le doute, considérer que c'est une incitation au suicide parce qu'une fois traduit dans sa langue, ça peut apparaître comme quelque chose de menaçant. C'est terrifiant. Fin de l'histoire. Mais c'est terrifiant. C'est ce que vous dites est terrifiant. C'est le prix à payer pour avoir une modération qui se passe en quelques secondes. Alors, vu le nombre de problèmes, il faut qu'il y ait cette productivité. Oui, mais ce prix à payer, c'est toujours le moyen et la fin. Enfin, pour moi, ce que vous dites, et pas vous, Fabrice et Pellevoix, ce que signifie ce que dit Claude est terrifiant. Ça veut dire qu'en Claude va s'adapter, Claude va apprendre dans sa dialectique à utiliser des mots qui ne prêtent pas ambiguïté une fois. Mais c'est l'autocensure. Attendez, ça va être l'URSS. Non, pas du tout. Ça va être Voltaire sous la monarchie. Voltaire, vous avez tous appris au lycée qu'effectivement, il y a un double niveau de lecture et qu'on peut voir Candide comme un aimable conte philosophique ou comme une critique virulente de la royauté. Quel progrès, cher ami, quel progrès. C'est sûr qu'en termes de liberté d'expression, on n'est pas sur la voie du progrès. Mais il faut pondérer ça quand même par le fait que tout le monde a accès à cette sous-liberté d'expression, alors qu'hier, fondamentalement, vous y avez accès, certes, mais au bistrot du coin. Donc vous n'y aviez pas vraiment accès. Là, tout le monde y a accès. Effectivement, il y a des contraintes. Mais sous conditions et sous surveillance. Sous conditions, sous surveillance. Il faut apprendre à l'utiliser, il faut apprendre à contourner la censure. Mais on va apprendre. On va en parler. Arnaud Demiglio, votre sentiment sur le témoignage de Claude? Oui, moi, mon sentiment, c'est qu'on va vers une privatisation de la loi et de la justice. Vous l'avez reconnu tout à l'heure. Ça n'a pas l'air de vous effrayer, mais moi je trouve ça assez choquant et surprenant. Je pense que justement c'est contre ça qu'il faut lutter parce qu'on est en démocratie et j'aimerais pas qu'on retourne au Moyen-Âge. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que le DSA quand même, il prévoit certains règlements de litige qui peuvent se faire soit en interne, donc on a la possibilité de déposer une plainte en interne auprès de la plateforme, soit de recourir à un système de règlement extrajudiciaire des litiges. Et ça, c'est un point qui est intéressant parce que là, avec le DSA, on crée un nouveau système de règlement judiciaire qui va être extrajudiciaire. On va pouvoir régler les litiges par des arbitres, en fait. Et là, oui, je trouve ça intéressant parce qu'on trouve une solution qui est adaptée au numérique.
Mais bon, je pense qu'il faut faire attention justement à cette dérive privatisation. C'est là où moi j'y vois un progrès, parce que très concrètement, l'abandon de la justice des hommes, du débat contradictoire et de la justice au sens de la démocratie, il est entériné depuis 2008. C'est pour ça que je suis beaucoup moins choqué aujourd'hui. On est en 2023, j'ai eu le temps de m'y faire. Ce concept est mort avec la loi Hadopi. Si vous vous souvenez, lors de la loi Hadopi, les gens comme moi hurlaient aux droits de l'homme, à l'atteinte aux libertés fondamentales. Bon, maintenant, on est 15 ans plus tard, je pense que tout le monde a bien compris ce qu'on voulait dire à l'époque. Mais très clairement, c'est à cette époque qu'on a abandonné l'état de droit. Donc c'est totalement entériné. C'est amusant parce que vous savez que c'est au nom de l'état de droit que Thierry Breton a présenté triomphalement le Digital Service Act en disant nous rétablissons l'état de droit. Mais il n'a pas tort sur le fond. Effectivement, par rapport à une situation de privatisation totale entérinée depuis 15 ans de quelque chose qui se fait un ersatz de justice, le DSA représente un vrai progrès. Maintenant, le vrai progrès est accompagné de vrais risques. Le risque principal que moi je vois là-dedans, c'est cette délégation de capacité à signaler, à dénoncer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux, à des entités qui ne sont pas elles-mêmes supervisées. Et qui ne sont pas connues. Et qui pour l'instant ne sont pas connues. Même si on a tous une petite idée de qui ça va être, mais à ce stade, les deux seules entités, il y a une entité qui s'est déclarée elle-même, qui est e-enfance, et qui lutte de façon avec un courage incroyable contre la pédophilie depuis la nuit des temps, mais c'est pas comme si la pédophilie était le seul problème. Et en France n'a pas vocation à faire autre chose que lutter contre la pédophilie. Et puis très vraisemblablement Pharos, qui va se faire le relais des dénonciations qu'elle récolte, et qui là est une entité on ne peut plus sérieuse, étatique, ça n'est pas une entité privée, police, gendarmerie, avec des gens qui sont au sein, avec une expérience. Non mais Fabrice Epelmoy, le vrai problème, c'est que je ne suis pas du tout sûr que l'État, de ce point de vue, soit plus régulateur et plus juste que le privé. Dans ce problème-là. Non, mais il a le mérite d'être plus ou moins élu. Donc il est plus légitime à une entité privée qui vient de... parce que les délégations ne sont pas élues. Thierry Breton n'est pas élu. Thierry Breton n'est pas élu. Eh ben oui, l'ARCOM, vous dites les gens élus, ils sont pas élus. La patronne de l'ARCOM est nommée, si mes souvenirs sont bons, par le président de la République, qui lui est élu. Et elle va décider des délégations sur des ONG, associations, qui vont être proches de l'État, qui lui-même est plus ou moins élu. Donc on reste dans un cadre qui est... Je vous trouve très gentil. Non, je suis très optimiste. C'est clair que dans cette délégation, il va y avoir des responsabilités de censure confiées à des gens qui ont un historique extrêmement discutable, et qu'on se reverra probablement sur ce plateau dans 6 mois pour en reparler. Et vraisemblablement, il y aura des dérives. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, on remercie Claude pour son appel. On accueille Chantal qui nous appelle de l'île de Beauté depuis Bastia. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour à vos invités, et j'espère que les vacances sont bien passées pour vous, monsieur Bertrand. Bien, merci. Merci pour vous aussi, j'espère. Alors écoutez, moi ça me fait très très peur tout ça, parce que si on a des êtres humains comme les mêmes de Wikipédia qui se permettent de juger les gens à tour de bras et de se permettre de porter des jugements plus que discutables, je me demande sur quoi, parce que l'humain reste très subjectif. Donc si on tombe sur une personne qui a les mêmes idées que vous, il va pas vous signaler. Si on tombe sur quelqu'un qui est complètement à l'opposé, donc on rentre complètement dans l'idéologie. Alors moi, je vous dis honnêtement, je préfère plus de liberté qu'une censure. Il y a des tribunaux qui vont contre des choses qui oui, il y a la loi, le meurtre ou la haine, tout ce que l'appel, oui. Donc à un moment donné, je pense que si on rentre dans ce système-là, c'est bon, hein. Il n'y a pas de quoi envier l'URSS de l'époque, nous y sommes. Voilà, Big Brother est là. On a vu pour le Covid, pour l'Ukraine, pour le climat et d'autres choses, la sécheresse, on nous en a parlé tout l'été. Enfin, je veux dire, donc si on n'a pas le même discours que la Doxa, nous serons censurés. Ça se fait déjà sur YouTube. Alors maintenant, bien entendu, quand il y a des choses sur la pédocriminalité, d'ailleurs je pense qu'on ne fait pas assez de choses, la preuve, on veut même pas que le film Sound of Freedom... Oui, il va sortir, mais on en parlera, Chantal. Voilà. Non, mais j'ai retenu ce que vous dites. Effectivement, on va en reparler. Je le dirais, avant de redonner la parole à Fabrice Epelmoy, parce que il est vraiment là, tous nos éditeurs, enfin, ceux qu'on a eu posent le problème, qui est effectivement, parce que la question qu'on pourrait se poser, c'est ça, c'est appel à la haine, évidemment à condamner, appel au meurtre, évidemment à condamner. Mais est-ce que le fait, et vous l'avez dit, qu'on ait éliminé la justice, ce qu'on appelle la justice,
officielle de ça, allez, mais très bien. Mais on la remplace par qui? On le remplace par soit un jugement administratif, c'était le cas de Hadopi typiquement, soit un jugement privé. Ce qui n'est pas beaucoup mieux, et ce qui de toute façon n'a pas grand-chose à voir avec la justice au sens de la démocratie, c'est-à-dire un débat contradictoire, les droits de l'accusé et tout ça. Tout ça a totalement disparu pour des raisons d'optimisation et d'efficacité. On ne peut pas imaginer un instant, avec typiquement l'appel à la haine, avoir un débat contradictoire avec des avocats qui se constituent ça n'est pas envisageable vu la quantité d'infractions. Non, mais c'est juste le problème, c'est en fait... C'est qui décide de ce qu'est la haine. Et où on met le curseur. Et on a tous vu qu'il y a de la bonne haine, de la mauvaise haine, de la haine qui est totalement tolérable et de la haine qui est parfaitement intolérable. J'ai envie de vous dire que aux prochaines élections, vous pouvez faire basculer ce qui est tolérable devient intolérable, ce qui est intolérable devient tolérable. C'est là, pour le coup, on est toujours encore raccroché à quelque chose qui se ressemble un peu à la démocratie. On s'en éloignait bien sûr. Mais faut pas la quitter complètement. Malgré tout, si aujourd'hui vous êtes sanctionné pour de la haine vis-à-vis d'un camp qui est votre adversaire, cet adversaire qui aujourd'hui tient le haut du pavé peut demain se retrouver dans l'opposition et c'est vrai, mais en attendant, le mal aura été fait, enfin on va en parler, mais le mal aura été fait, c'est-à-dire que pendant X temps, parce que c'est sur des années, les élections c'est tous les 5 ans, tous les 6 ans, etc. Pendant quelques temps, effectivement, ce que dit Chantal et ce que disait Claude, c'est que oui, mais on va pas pouvoir parler. Vous savez. Oui, mais c'est déjà le cas. Après, il reste à voir si, en cas d'alternance, on aura une nouvelle majorité qui prendra la même stratégie, c'est-à-dire verrouiller la parole de l'adversaire. C'est pas évident. Non, mais je crois que c'est évident, parce que si je suis majorité, je vais vous dire, même si je suis nouveau, je vais reprendre les vieux habits, parce qu'ils me conviennent très bien. Mais je les appliquerai à ma manière. Mais ça changera rien. On va prendre qu'un des auditeurs. Oui, si comme Chantal, ça vous fait réagir, n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300 si vous voulez poser une question à nos invités ou réagir sur le sujet. À tout de suite, 0826 300 300. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Préparez-vous à être transporté dans un tourbillon d'émotions et à célébrer la passion du rugby. Bientôt, le rugissement des supporters résonnera dans tous les stades français et au-delà des frontières. Dans un tournoi où se forgent les légendes, chaque match compte. C'est un rendez-vous historique, un océan de passion et des duels de titans. La quête ultime du 15 de France va bientôt commencer pour transcender les limites du possible et écrire une page de légende dans l'histoire. À partir du 4 septembre, tous derrière les Bleus, au cœur de la Rugby World Cup sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Leclerc. Oh là là, faut vraiment que je finisse mes courses de la rentrée. Bon courage. Oh, ça ira. Avec l'opération rentrée, il y a 20% de tickets Leclerc sur la papeterie et la maroquinerie scolaire jusqu'au 2 septembre. Attends, 20% de tickets Leclerc sur les cartables, les stylos, les cahiers et toutes les fournitures? Ouais, c'est un super bon plan. Ouais, c'est surtout une super excuse pour s'y prendre à la dernière minute, hein? Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Hors promotion en cours et produits EcoPlus, modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Avec tout ce qu'il faut acheter pour la rentrée, je crois qu'on va se fâcher avec le banquier. Mais non, chez Bureau Vallée, il y a la rentrée à prix coûtant. À prix coûtant? Oui, à prix coûtant. Par exemple, le cahier Polypro Coverbook 24-32, 96 pages, grand carreau 90 grammes est à 2,19 € et disponible dans plusieurs coloris. Oh, mais c'est le banquier qui va être content. Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas. Valable du 21 août au 2 septembre dans la limite des stocks disponibles. Conditions et magasins participants sur bureau-vallée.fr. Vous savez que le sang permet de soigner des cancers ou des maladies du sang? Moi, le jour où je l'ai appris, j'ai eu le déclic. Je suis devenue donneuse. C'est ma manière à moi de ne jamais me sentir impuissante. Et quand je pense à tous ces patients qui peuvent guérir et vivre à nouveau normalement, je me sens vraiment fière. Rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Sud Radio Montpellier. 104.7. Sud Radio. Alors t'as pris un appart meublé finalement? Eh non, j'ai juste un contrat d'énergie Engie. Comment ça? Eh ben si tu déménages, tu vas pouvoir mieux t'équiper. Wow, j'ai comme une envie de faire mes cartons, tiens. Jusqu'au 10 septembre 2023, pour toute souscription d'un contrat d'énergie Engie, bénéficiez jusqu'à 500 € de remise sur une sélection de produits électroménagers Electrolux pour votre nouveau logement. Appelez vite le 3101. Voir conditions sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir, économisons-la. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
À tous ceux qui trouvent que ce serait bien de retrouver un peu de pouvoir d'achat un jour, ou même 2 jours, ou 3, ou même 4, hein. C'est bien 4. Et pourquoi pas 5, tiens? Eh ben, on a encore mieux que ça. Intermarché lance les 100 jours pouvoir d'achat et dès mardi, profitez de 50% remboursés en bons d'achat sur les rayons hygiène et beauté. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 3 septembre, des 15 € d'achat et dans la limite de 12,50 € remboursés. Offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com. Quand on part en vacances, mes parents me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages. Moi, les miens, ils se couchent super tard pour finir la valise. Mon père aussi. Et en plus, il veut jamais s'arrêter pour arriver plus vite. Après, il est épuisé. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. On est de retour sur Sud Radio avec Fabrice Eppelboin et Arnaud Dimeglio pour parler toujours du Digital Act Service. Et on a une auditrice qui nous appelle de Marseille. Angèle nous appelle de Marseille. Bonjour Angèle. Oui, bonjour Angèle. Oui, bonjour Monsieur Bercoff. Bonjour messieurs. Oui, alors moi ça me choque ce truc. Franchement, pas seulement parce que c'est une attaque vis-à-vis de la liberté d'expression, mais plus gravement encore parce que je crois comprendre que finalement l'Europe va intégrer dans la loi, dans sa loi, un système régi, organisé, réglementé par les GAFAM, c'est-à-dire par un pays étranger. Je suis désolée, c'est ce que je pense, parce que en fait, de ce que j'ai compris, les signaleurs dits de confiance sont employés par les GAFAM, sélectionnés par les GAFAM, payés par les GAFAM. D'ailleurs, à propos de salaire, je me demande si l'Europe donne de l'argent aux GAFAM pour organiser ce système. J'aimerais bien le savoir. Donc pour moi, c'est une perte de souveraineté supplémentaire. C'est la marchandisation de notre censure. Et qui plus est, alors le pompon, c'est que c'est présenté comme voulant lutter contre l'hégémonie numérique américaine. Alors là, c'est le pompon. Voilà. Ouais, ça, c'est pas mal. C'est le cas. Mais en fait, madame, vous êtes en train de réaliser quelque chose qui est un état de fait depuis bien longtemps, plus de 10 ans. Et le DSA est l'occasion de réaliser à quel point on a perdu en souveraineté. Je ne suis pas d'accord, puisque là, c'est présenté comme faisant partie de la loi. Moi, je parle de la loi, là, la loi pour le 25 août. Hein. Je ne parle pas d'il y a 10 ans. Hein. Je parle de la loi. Alors, on parle de la loi qui sort là. Cette loi, justement, essaye de reprendre un peu de souveraineté à un domaine dans lequel on l'a totalement perdu ces 15 dernières années. Totalement perdu. Et alors, pour revenir sur le détail de vos préoccupations, très clairement, les signaleurs de confiance ne sont pas payés par les GAFAM. C'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, vraiment pas. Les signaleurs de confiance, ils sont payés par on ne sait pas très bien qui. C'est l'État. On voit des trucs comme le fonds Marianne. Le fonds Marianne. Soyons clairs, des trucs comme le fonds Marianne. Le fonds Marianne, c'est le tout début du sommet de la partie émergée de l'iceberg. La réalité, c'est qu'il y a des myriades de subventions comme ça qui vont à des myriades de gens pour aller défendre des myriades d'intérêts qui parfois se tapent dessus les uns sur les autres. Là, en ce moment, on est sur une espèce de bataille rangée entre fact-checkers contre fact-checkers qui se tirent les uns dans les autres. Et tous subventionnés, etc. C'est deux circuits de subvention qui sont qui émanent de forces politiques qui sont contradictoires et qui se battent. Et donc le fact-checking est un territoire d'influence au service de différentes entités qui ne sont pas nécessairement coordonnées. Mais vous imaginez l'argent qui est dépensé pour ça? Non, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Le fonds Marianne, c'est quelques millions. Enfin, on est sur des budgets d'État. C'est pas vous savez, pour les gens, quelques millions, c'est déjà pas mal. Pour les gens, oui, mais il faut remettre ça au niveau d'un budget d'État. Pour l'instant, on a sous-investi là-dedans, tout comme on a sous-investi structurellement dans la justice. Ça demande à vraiment. Ça, c'est clair. Là, il y a vraiment des corrections majeures à faire. Arnaud Dimeglio, vous vouliez intervenir là-dessus? Oui, non, les subventions, c'est plusieurs milliards par an qui sont déversés auprès des services de presse. C'est pas quelques millions, ce sont des milliards. Et on assiste et on voit qu'il y a une dépendance en fait de ces médias à l'État. Et ensuite, oui, moi, je pense que c'est bien que vos auditeurs soient conscients de ces problèmes, qui dénoncent cette privatisation de la justice, cette privatisation de la loi. Et ce côté administratif, c'est bien, il faut réagir.
je suis très content qu'il y ait des auditeurs qui disent non, tout ça, c'est pas normal. Voilà. Après, bon, je pense qu'il faut pas non plus exagérer. Parce que dans le DSA, il y a des choses qui sont bien. Et il faut parler des bénéfices comme des risques. Mais c'est vrai que il y a une sorte de reconnaissance, et ça, votre invité l'a dit, d'un certain pouvoir des GAFA. Et là, moi, c'est là où je trouve que le bas blesse, parce qu'on nous dit qu'on va réintroduire du droit dans l'Union européenne. Mais non, on réintroduit pas du droit dans l'Union européenne, malheureusement. Non, ça n'a rien à voir. Juste un auditeur. Oui, en parlant d'auditeur, c'est Frédéric qui nous appelle de Nantes. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Monsieur Berkov, bonjour à tous. Alors écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec l'auditrice précédente et je me posais la question de savoir si finalement, au moins en plan moral, avec toute cette histoire, c'est pas une prime à la délation institutionnalisée, au mouchardage officiel. Enfin voilà, est-ce que ça n'ouvre pas quand même une porte à tout ce qu'il y a quand même de moins intéressant? Chez un peu tout le monde d'ailleurs. Donc je me posais vraiment cette question et d'ailleurs je me demandais si finalement, au bout de 2 ans d'application de ce nouveau dispositif, Monsieur Berkov, est-ce que dans 2 ans, ce débat que vous tenez aujourd'hui pourra encore avoir lieu ou alors est-ce qu'il sera catalogué? Non, c'est écoute, vraie question. Fabrice Epelbois, au fond, c'est ça aussi, vous savez très bien, et ça, l'histoire nous le montre, rien de nouveau sur le soleil. La fabrique de la délation, elle est presque dans la nature humaine. Pour ne pas dire dans la culture française. Pour pas dire dans la culture française, pour aller voir. Est-ce que, effectivement, on ne va pas être vers quelque chose, quand même, je veux dire, au-delà même de la morale, enfin, quelque chose, on va dire, mais allez-y, signaler, parce que moi, ce qui me frappe, c'est ça. C'est le côté rappelons les mécanismes. Ouais. Il y a 2 types d'entités qui peuvent signaler un contenu comme problématique au sens large. On a le citoyen individuel dans son coin, exactement comme on signalait un juif à la Gestapo en 39-45, qui aura vraiment peu d'impact, parce que il y aura une telle masse de signalements qu'on ne pourra pas faire grand-chose d'un tel flux. Pardon, c'est très intéressant. Mais si ça correspond à une volonté du gouvernement, quel qu'il soit, je ne parle pas de gouvernement actuel, de dire « Ah oui, c'est intéressant, allez-y, regardez, c'est les citoyens qui le demandent, sont les citoyens qui le demandent. » Non, on ne peut pas traiter un tel flux, parce que vous allez avoir pêle-mêle des campagnes organisées de bandes de potes qui signaleront tel individu qui n'est pas leur pote pour que son compte saute. Et ça, on ne sait pas gérer. Il n'y a guère que Twitter qui commence à avoir des solutions algorithmiques pour gérer ça. Mais très vraisemblablement, l'essentiel de ces dénonciations-là iront à la poubelle. Et on donnera l'impression, citoyen de base, qu'il a fait son devoir de dénonciation et que c'est un bon citoyen. C'est ce, quel que soit le gouvernement, que ce soit un gouvernement Macron aujourd'hui, Le Pen demain, peu importe. Et puis, on a ces signaleurs de confiance qui, eux, ont quelque part mot compte triple. C'est-à-dire que quand eux signalent quelque chose, c'est pris de façon beaucoup plus sérieuse par les GAFAM, parce que si jamais les GAFAM laissent passer quelque chose qui a été signalé par un signaleur de confiance, là, il peut y avoir sanction et elle peut être lourde. Donc, c'est surtout ces entités-là qui vont poser problème. C'est très intéressant ce que vous dites, je crois qu'on le dit, et vraiment, là, je vous suis tout à fait, Fabrice Epelbois, c'est que je crois que ça me paraît indispensable que l'on connaisse, qu'on ait la liste de ces régulateurs ou signaleurs de confiance. À l'heure actuelle, on ne sait même pas si leur déclaration doit être obligatoire. Mais on les connaîtra nécessairement. Ne serait-ce si jamais ils sont restés confidentiels, alors d'abord, on a du mal à voir le confidentiel défense s'appliquer à un tel truc, mais quand bien même ça serait le cas, il y aura des investigations, et puis il y aura pléthore d'hypothèses qui pointeront, on sait tous qui va être pointé du doigt, ce qui fait que très concrètement, ne serait-ce que pour se décharger de responsabilités et des risques, parce que la colère va être grandissante. Ces gens-là vont se dire oui, nous sommes signaleurs de confiance, ou non, pas du tout, nous ne sommes pas signaleurs de confiance, et nous demandons à l'État de certifier que nous ne sommes pas signaleurs de confiance. Donc on les connaîtra. Que la loi est prévue, qu'ils soient déclarés publiquement ou pas, on les connaîtra. Il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, écoutez, pour répondre à l'auditeur, on ne sait pas si, j'espère vraiment qu'on pourra dans 2 ans faire une émission comme la mienne, et qu'on pourra inviter des gens comme vous, Noé, qu'on pourra dans 2 ans faire une émission comme la mienne, et qu'on pourra inviter des gens comme vous, Noé.